Bonjour Gilles Simeone, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes le président du conseil exécutif de la Corse, candidat à la mairie de Bastia. Vous êtes avec nous depuis Ajaccio, dans les locaux de France 3 Corse Viastel, qu'on remercie pour avoir permis la réalisation de cet entretien en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Gilles Simeone. Gilles Simeone, on va évidemment parler des municipales, de votre bilan à la tête de la collectivité. Mais d'abord, le 12 janvier dernier, l'ancien dirigeant nationaliste Alain Orson était abattu aux obsèques de sa mère. Est-ce que pour vous, cet assassinat, c'est la marque d'une emprise mafieuse toujours plus forte dans l'île ? Un assassinat dramatique, bien sûr, commis dans des circonstances qui ont légitimement choqué, puisque vous l'avez rappelé, Alain Orson a été assassiné au moment où il assistait avec sa famille aux obsèques de sa mère, et un assassinat qui s'inscrit aussi malheureusement dans une trop longue cohorte de drames, y compris des drames qui ont beaucoup frappé les esprits. Je pense notamment au décès tragique d'un jeune homme à Ajaccio, ou à l'assassinat d'une jeune fille, toute jeune fille de 18 ans, qui a véritablement choqué et traumatisé en Corse. Donc oui, ces faits, même s'ils sont de nature différente et auxquels il faut ajouter de multiples exactions, comme par exemple des destructions d'outils de travail à répétition, ces faits dessinent malheureusement la trame de pratiques mafieuses qui existent en Corse et contre lesquelles, bien sûr, il faut s'élever avec sérénité, mais également avec détermination. C'est ce que fait le peuple corse, c'est ce que font également les institutions de la Corse, puisque je vous rappelle que la collectivité de Corse, en termes d'un cycle de travail qui a associé l'ensemble des acteurs de la société civile, a voté une délibération à l'unanimité dans laquelle nous avons décidé de mettre en place plus d'une trentaine de mesures dans tous les domaines pour réaffirmer notre volonté de construire une société corse libre, apaisée et démocratique. Gilles Simeone, le politique et l'avocat que vous êtes, on le rappelle, dénonce une pression mafieuse, vous venez de le redire d'ailleurs, sur la société corse. À qui faites-vous référence ? Je crois qu'il y a un phénomène qui est historique et ancien de présence d'une forme de criminalité organisée qui s'est aggravée lors des dernières décennies et a fortiori lors des dernières années. Donc je crois qu'il revient à l'État, dans le cadre de l'exercice de ses compétences régaliennes, eh bien de mobiliser les services de police, de justice, dans le respect bien sûr de l'État de droit, des libertés individuelles et des textes applicables, mais avec une politique pénale qui soit claire, lisible, inscrite dans la durée. En ce qui concerne les Corses, la société corse et les institutions de la Corse, je pense que nous avons fait la démonstration que nous sommes engagés dans un travail qui est un travail de construction patiente d'une société véritablement démocratique, et un travail aussi d'opposition citoyenne à toutes les logiques d'emprise mafieuse. Mais est-ce que vous craignez, Gilles Simeone, que cet assassinat ouvre un nouveau cycle de violence dans l'île ? Écoutez, j'ai pas d'éléments sur ce que pourrait entraîner cet assassinat ou d'autres types d'affaires. Ce qui est certain, c'est que malheureusement, nous vivons aujourd'hui au rythme de faits qui sont des faits graves, y compris des assassinats. Et donc, je crois qu'il faut une réponse qui soit une réponse multiple, à la fois une réponse policière, judiciaire, bien sûr, je l'ai dit, mais également une réponse sociale. Ça passe aussi par des choix qui sont clairs, notamment en matière de sécurisation des marchés publics, de lutte contre le trafic de stupéfiants, également, par exemple, de choix économiques forts. Il est évident que les logiques de spéculation, de pression foncière viennent alimenter des logiques de surprofit dans lesquelles les réseaux mafieux et de criminalité organisée peuvent prospérer. Donc c'est véritablement un combat global et un combat dans lequel nous sommes engagés, je le répète, avec détermination. Mais est-ce que vous avez suffisamment les moyens de le mener, ce combat ? Pourquoi vous n'arrivez pas à enrayer cette dérive ? C'est quoi ? C'est un manque de moyens dans la police, dans la justice, c'est autre chose ?
Écoutez, je pense que cette situation, malheureusement, n'a pas commencé hier ou avant-hier. Elle puise aussi à des raisons historiques. Je rappelle aussi, quand même, que l'État lui-même n'a pas été irréprochable lors des dernières décennies, notamment parce qu'il a concentré l'essentiel des moyens répressifs contre les nationalistes et qu'il a laissé prospérer, y compris d'ailleurs quelquefois à travers des convergences objectives qui ont été relevées, y compris dans des rapports parlementaires. Il a laissé prospérer le grand banditisme. Ça, c'est l'histoire contemporaine, l'histoire également plus récente. Maintenant, il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites, y compris par les ministres de la Justice et de l'Intérieur successifs. On va voir si l'État a la volonté d'exercer véritablement ses compétences régaliennes. Il faut qu'il le fasse, je vous le dis, à nouveau avec force, dans le respect des libertés individuelles, parce que la Corse a également trop connu, y compris ces dernières décennies, des dérives de juridiction d'exception, des dérives de police parallèle. Et donc, il y a un véritable travail à faire pour reconstruire la relation de confiance entre l'institution judiciaire et plus globalement l'État et la société corse. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez, Gilles Simon? Ça veut dire que l'État a volontairement laissé faire ? Historiquement, je pense que c'est écrit, je vous le répète, dans de nombreux rapports, dans de nombreux ouvrages particulièrement documentés. Il y a eu des collusions objectives entre le milieu, le banditisme organisé, certaines officines parallèles qui ont pratiqué, y compris avec l'appui d'un certain nombre de services de l'État, notamment dans les années 80 et les années 90, une sorte de contre-violence, un peu à l'instar de ce qu'ont pu faire les Galles au Pays Basque. Donc ça fait partie d'une histoire dramatique de la Corse, une histoire d'ailleurs qu'il faut réinscrire, y compris dans les discussions politiques actuelles, si on veut véritablement prendre l'exacte dimension de ce qui se joue en Corse. Est-ce que vous avez eu une discussion avec le gouvernement depuis l'assassinat d'Alain Orson ? Non, j'ai pas eu de discussion avec le gouvernement depuis l'assassinat d'Alain Orson. Nous avons eu des discussions politiques depuis de nombreuses années. Et je dois dire aussi, vous savez que lorsque les nationalistes ont accédé aux responsabilités en 2015, il y a eu un immense espoir au sein de la société corse, notamment un espoir d'un véritable dialogue avec l'État et d'une solution politique. Et je suis persuadé que le fait que cette solution politique ne soit pas encore intervenue jusqu'à aujourd'hui et que l'État et les gouvernements successifs aient pendant plus de 10 ans différé le moment de construire et de mettre en œuvre cette solution politique, a participé également à fragiliser la logique de paix publique et la logique de démocratie, qui étaient des logiques qui avaient une force et une puissance extrême et qui se sont étiolées parce qu'il y a eu une forme de désenchantement, de déception, et qu'aujourd'hui, il faut en quelque sorte redonner une perspective, et je crois qu'en redonnant y compris cette perspective politique, économique, sociale, en étant dans une logique de développement et une dynamique de confiance, on fera reculer de façon mécanique les logiques mortifères et les logiques mafieuses. Et justement, Gilles Simon, vous avez été élu il y a 10 ans à la tête de la collectivité sur le projet d'autonomie de la Corse. Le processus parlementaire n'est toujours pas enclenché. Est-ce que vous avez perdu cette bataille ? Non, on n'a pas perdu la bataille et nous continuons à la mener. C'est une bataille démocratique. Ce que je peux regretter, je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est qu'il ait fallu plus de 10 ans d'attente, de combat, d'explications inlassables, d'élections gagnées et gagnées chaque fois de façon plus forte et plus significative pour que l'on accepte d'ouvrir une perspective, de l'ouvrir mais pas encore de la concrétiser. Et donc, oui, véritablement, je considère qu'il y a du côté de l'État, des gouvernements successifs, une carence dans la prise en compte du fait démocratique, dans la prise en compte du suffrage universel, et ça a contribué, oui, à faire
reculer l'espoir et à renforcer, y compris de façon artificielle, les logiques d'inquiétude et de difficulté. Maintenant, vous savez, on a normalement un rendez-vous constitutionnel au mois d'avril, juste après les municipales, puisque le Parlement, d'abord le Sénat, ensuite l'Assemblée nationale, doivent voter de façon séparée, ensuite à travers un congrès sur un projet de révision constitutionnelle organisant un statut d'autonomie. Je rappelle que ce projet d'écriture a fait l'objet d'un vote quasi unanime de l'Assemblée de Corse, qu'il vient concrétiser un travail de plusieurs années, et je pense et j'espère que la représentation nationale sera à l'écoute et ne manquera pas cette occasion d'ouvrir une perspective qui soit à la fois une perspective de dialogue, de confiance retrouvée, d'avancée institutionnelle dans le sens de l'autonomie, qui est le droit commun dans beaucoup de régions et de territoires insulaires d'Europe, et également de développement économique, social, avec un lien entre la Corse et l'État, entre la Corse et la République, qui soit repensé, refondé, certainement revivifié, mais dans le respect des aspirations du peuple corse. Juge Gilles Simeone, est-ce que vous avez la garantie de la part du gouvernement qu'en avril, ce texte sera inscrit à l'ordre du jour du Parlement? Et comment peut-il aller au bout dans un Parlement aussi divisé dans le contexte politique actuel? Alors, deux réponses complémentaires. Oui, nous avons la garantie de la part du Premier ministre et du gouvernement que ce texte sera inscrit à l'ordre du jour des travaux du Sénat. Ça a été confirmé également par le président Larcher et tout récemment par les sénateurs Parigi et Panuzzi, les sénateurs de la Corse. Donc, on va être dans ce processus. Deuxièmement, nous n'avons pas de garantie, bien sûr, sur le vote des députés et des sénateurs. La représentation nationale est souveraine. Il fait partie de mon travail, de mes responsabilités, de mes objectifs, de nos objectifs, puisque nous sommes une très large majorité à vouloir que ce texte aboutisse. Il fait partie donc de notre travail, de nos responsabilités, de nos objectifs, de convaincre les députés et les sénateurs, et surtout de leur expliquer que l'autonomie, bien sûr, c'est un pas important, y compris par rapport à la tradition constitutionnelle française, et par rapport aussi à la culture de l'État et plus généralement la culture dominante en France, qui est largement une culture jacobine. Mais je crois que les enjeux de l'heure, le combat historique qui a été mené en Corse, la réalité objective, y compris la nécessité de prendre en compte la dimension insulaire de la Corse, convergent pour faire que ce rendez-vous soit un rendez-vous réussi. Et je reste persuadé que les parlementaires et les sénateurs seront allés dans le sens de l'autonomie de la Corse. En tout cas, nous nous efforcerons de les en convaincre. Gilles Simeoni, pour la pleine compréhension du sujet par les téléspectateurs des autres départements et régions françaises qui nous regardent, qu'espérez-vous comme autonomie pour la Corse? Jusqu'où aller dans l'autonomie? Alors d'abord, rappeler que l'autonomie est une forme de droit commun pour tous les territoires insulaires de l'Union européenne, et notamment les territoires insulaires de Méditerranée. L'autonomie que nous souhaitons a été définie. Elle a été définie à travers un travail parlementaire de fond qui a été mené par l'Assemblée de Corse. Elle a été définie à travers des délibérations cadres, et notamment une délibération du 5 juillet 2023, votée à une très large majorité et par rapport à laquelle nous avons accepté d'évoluer pour prendre en compte les demandes du gouvernement. Donc très clairement, nous souhaitons un statut d'autonomie qui permette à l'État de continuer à conserver bien sûr les compétences régaliennes et leur exercice, et qui, dans le cadre d'un processus de dévolution progressif, permette à la collectivité de Corse autonome d'exercer un pouvoir et des compétences de nature législative dans des domaines qui seront définis par la loi organique, et notamment, par exemple, dans des domaines extrêmement sensibles liés au transport, liés au développement économique, liés à la nécessité de lutter contre la spéculation foncière et immobilière qui fait des ravages en Corse et qui d'ailleurs alimente, y compris les logiques mafieuses, et prive les Corses, et notamment les jeunes et les personnes qui sont en situation de précarité ou qui sont dans des classes moyennes, de l'accès à la propriété. Donc tout cela
va se discuter avec le Parlement et se construira de façon progressive à travers un scénario qui est un scénario étapiste qui s'inscrit sur plusieurs années. Mais Gilles Simeone, vous regardez le coup d'envoi à travers la révision constitutionnelle. Et vous regardez évidemment avec attention la situation internationale. Quand vous voyez par exemple les velléités de Donald Trump au Groenland, est-ce que vous vous dites toujours que l'autonomie c'est la meilleure des solutions pour la Corse étant donné son placement stratégique en Méditerranée ? Alors oui, bien sûr, nous regardons avec attention et souvent avec inquiétude les évolutions internationales dans un monde en plein fracas, en plein tumulte, où on voit bien que les logiques de prévalence des grands intérêts de grandes puissances souvent engagées dans des logiques bellicistes, eh bien, font craindre le pire. Donc, bien évidemment, l'autonomie, ça ne doit pas être l'aventure. La Corse a toujours eu une place stratégique en Méditerranée. C'est aussi, je crois, un avantage pour la France, y compris pour sa présence dans cette aire stratégique, que de savoir que la Corse est là, mais cela est tout à fait compatible, à notre sens, avec un statut d'autonomie. Simplement, il faut l'inscrire dans une relation repensée avec l'État, avec l'Union européenne, et dire aussi, c'est en tout cas notre conviction, que la Corse, par son histoire, par sa culture, par son insularité, a vocation aussi à être un trait d'union en Méditerranée, bien évidemment entre l'ensemble des régions de l'arc latin, mais également dans les relations entre la rive nord et la rive sud. Il y a des enjeux géostratégiques qui évoluent, et ces enjeux géostratégiques doivent nous conduire à réactualiser notre vision de l'autonomie, mais certainement pas à y renoncer. Gilles Simeone, 10 ans que vous êtes à la tête de la collectivité territoriale. Quel est votre bilan ? Votre ancien allié, désormais opposant nationaliste, Jean-Christophe Angelini, décrit, je le cite, un bilan effroyable avec une dette de plus d'1 milliard d'euros et un investissement en berne. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Jean-Christophe Angelini est un nationaliste qui effectivement a fait le choix à Bastia et ailleurs pour les municipales et probablement pour les territoriales de s'allier avec des gens qui historiquement ont été totalement opposés à notre famille politique. C'est son choix le plus clair, donc il reprend un certain nombre d'arguments qu'il partage d'ailleurs avec d'autres opposants, et j'ai envie de dire que semble-t-il la seule chose qui les unit, c'est en effet cette volonté de remettre en cause ce qui a été fait depuis 10 ans et même depuis des décennies, notamment par les nationalistes. Donc j'en prends acte, je le regrette bien sûr. Ceci étant, bon, je ne peux pas dresser le bilan aujourd'hui de ce qui a été fait depuis 10 ans devant vous, nous n'en avons pas le temps, mais je crois que bien sûr nous aurions aimé faire mieux et plus vite. Nous avons fait dans un contexte de contrainte, dans un contexte de limitation des moyens juridiques et budgétaires qui sont les nôtres, mais nous avons fait beaucoup, notamment et par exemple en termes d'infrastructures, infrastructures routières, chemins de fer, maîtrise des ports et aéroports. Nous sommes aujourd'hui le seul territoire européen et notamment le seul territoire insulaire qui a la maîtrise et la gestion publique de ces ports et aéroports grâce à un combat démocratique qui a été mené. Nous avons beaucoup avancé par exemple sur le numérique où aujourd'hui la totalité des Corses ont accès au très haut débit avec un taux de couverture à 100%, là où la moyenne européenne est de 70%, et par exemple la Sardaigne a 57% de taux de couverture de son territoire. Nous sommes allés vers la transition écologique et énergétique et la construction de notre autonomie énergétique avec la fermeture programmée d'une centrale du Vadj qui fonctionnait au fioul lourd et la montée extrêmement forte, exponentielle des énergies nouvelles renouvelables. Nous avons investi massivement dans l'éducation, dans la formation, dans le soutien à l'intérieur de l'île. Donc beaucoup a été fait. Simplement, nous sommes aussi confrontés à une situation globale qui évolue, à un monde qui est de plus en plus difficile, à un contexte budgétaire, y compris en France et en Europe, que vous connaissez. Et donc oui, il y a aujourd'hui la volonté d'aller plus vite, d'aller plus loin, de mieux faire. Et c'est ce que nous allons continuer à poursuivre dans les années à venir. Vous savez, construire un pays, puisque c'est notre objectif, en tout cas construire une Corse développée, moderne, démocratique, respirante, avec une économie qui crée de la richesse, avec des logiques de péréquation et de solidarité entre les citoyens et les territoires. C'est une œuvre de longue haleine. Il faudra probablement encore une génération de travail, et c'est la raison pour laquelle, parmi les enjeux stratégiques que nous avons identifiés, il y a aussi celui de la transmission qui est en train de s'organiser vers des garçons, des filles qui sont plus jeunes
jeunes que nous, qui voient aussi le monde avec souvent un regard différent, avec leur propre expérience, leur propre vision, leurs propres compétences. Et moi, je suis optimiste, malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré les risques. Je crois que la Corse va inventer son présent et son avenir et le construire dans la démocratie. C'est en tout cas l'objectif de fond auquel je souhaite continuer à contribuer de toutes mes forces. Une question de Fabrice sur les municipales, puisqu'on le rappelle, vous êtes candidat à la mairie de Bastia. Et oui, c'est la prochaine échéance électorale. Vous êtes candidat, comme le disait Oriane, à la mairie de Bastia. Est-ce que le risque pour votre mouvement de perdre Bastia était si grand que vous deviez abandonner votre poste de président de l'exécutif ? D'abord, il faut attendre bien sûr les résultats des élections municipales. À Bastia comme ailleurs, c'est le peuple qui va parler. Mais plusieurs catégories de raisons m'ont conduit à ce choix. La première, c'est effectivement que cette élection municipale de Bastia a été identifiée, y compris par nos adversaires et opposants, coalisés pour la circonstance, uniquement avec la volonté d'abord de conquérir Bastia et ensuite sans doute de conquérir la Corse. En gros, c'était la critique de ce que nous avons fait et à Bastia et ailleurs. Et donc, vous savez, moi, ce combat, je ne souhaitais pas le mener par procuration et je voulais en être partie prenante. C'est le premier point. Deuxième point, je crois que à Bastia, en Corse et dans la France tout entière, ces élections municipales arrivent à un moment charnière où il s'agit aussi de répondre à des défis en termes de logement, défis en termes de cohésion sociale et sociétale, rejet aussi d'un certain nombre de solutions démagogiques qui sont notamment amenées par des courants extrémistes. Je crois qu'il faut être sur le terrain et pour réinventer la politique, redonner confiance aux citoyens et je l'espère la réenchanter, il faut aussi, à mon avis, pleinement investir l'échelon de proximité. Troisième enjeu, il y a un enjeu par rapport à notre combat global. On n'a pas évoqué tout à l'heure la révision constitutionnelle en avril. On entendait bien une petite musique, notamment à Paris et chez les adversaires de la révision constitutionnelle et de l'autonomie, de dire on est en fin de mandature, il faut attendre 2-3 ans. Nous pensons qu'il ne faut pas attendre. Et cette légitimité qui sera issue des scrutins municipaux, elle aura aussi vocation à dire quelque chose des attentes des Corses au plan global, au-delà de l'élection municipale, qui reste une élection de proximité où il faut porter des projets. Le quatrième et dernier enjeu, c'est celui de la transmission. Je vous l'ai dit, moi, ça fait 10 ans que je suis président du conseil exécutif. Je me suis consacré de toutes mes forces à cette fonction, qui est une fonction lourde, exaltante, que j'ai été fier et honoré d'exercer. Maintenant, nous sommes une équipe. Nous préparons les années et les échéances à venir. Il reste encore beaucoup de travail et une partie importante de ce travail sera accomplie par d'autres que moi et par d'autres que nous. Et cette transmission, nous l'organisons et nous l'organisons en demandant aussi à chaque fois aux Corses de le valider ou pas à travers leur vote et le suffrage universel. C'est la démocratie et c'est sain que cela se passe comme ça. Un dernier mot, Gilles Simeone, puisque vous évoquez la montée des extrêmes, la montée du Rassemblement national, de Reconquête en Corse, qui faisait des scores plutôt faibles aux élections hors présidentielles. Là, ils ont fait des scores importants aux européennes, aux législatives. Ils vous menacent aux municipales. Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans cette montée des extrêmes alliée à un nationalisme plus identitaire? Est-ce que c'est le fruit des espoirs que vous avez déçus? Non, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut répondre aux attentes des Corses, aux inquiétudes des Corses. Je continue de penser que ces réponses ne passent pas par des projets d'exclusion. Nous, nos valeurs, elles sont claires, sont des valeurs de solidarité entre les femmes, les hommes, entre les peuples, des valeurs de générosité, des valeurs de fraternité. Ceci étant, effectivement, en Corse, comme ailleurs, en France, en Europe et même dans le monde, il y a une montée d'une certaine forme d'extrême droite réactionnaire. L'élément singulier, vous l'avez dit, c'est qu'en Corse, par une sorte de tour de passe-passe, s'allie à la fois l'extrême droite française qui a toujours été opposé et radicalement opposé à toutes les aspirations du peuple corse, allant jusqu'à demander la peine de mort pour les nationalistes. Et cette extrême droite, eh bien aujourd'hui, elle s'appuie en Corse avec une extrême droite corse identitaire qui feint d'oublier que très majoritairement et depuis le début, le mouvement nationaliste a été enraciné dans une logique progressiste. Alors la logique progressiste, ça ne veut pas dire la complaisance avec l'islamisme. Au contraire, nous combattons l'islamisme, nous combattons le communautarisme,
nationalisme. Nous combattons également toutes les logiques d'exclusion. Nous voulons construire une société qui soit une société de générosité, de solidarité, avec des valeurs qui sont des valeurs historiques du peuple corse, qui est un peuple qui a toujours su intégrer celles et ceux qui ont regagné les rivages de l'île. Mais pour intégrer, il faut avoir un projet politique, il faut créer de la richesse, il faut avoir une langue et une culture qui sont à partager. Et ça, historiquement, c'est le mouvement nationaliste qui le porte. Nous continuerons à le porter et nous continuerons à le porter avec l'ensemble des forces de progrès qui veulent faire de la Corse une terre de démocratie. Merci beaucoup Gilles Simeone. Merci d'avoir été l'invité de cet entretien, président du conseil exécutif de la Corse, candidat au municipal à Bastia. Et un grand merci aussi à toutes les équipes de France 3 Corse Viastel qui ont permis la réalisation de cet entretien. Merci beaucoup. Fabrice, merci. La une de l'Est républicain, l'ombre du narcotrafic sur les municipales. Et puis... Avec une interview d'Amine Kessassi depuis Marseille, dans le cadre de ce sujet municipal et ce narcotrafic qui est une vraie préoccupation pour nous en France. Et on en parle tout de suite, on développe tout ça tout de suite. C'est dans la revue de presse régionale.